On vous remercie, monsieur. Professeur, et rejoignez-nous. Professeur Chekhi, s'il vous plaît. Donc, on vous donne, on donne la parole à la salle pour des questions. On commence par la communication du professeur Chekhi. Médicaments, foie et médicaments. C'est ça, foie et médicaments. En oncologie, en cas de réintroduction du médicament et diminuer la dose. Sur le plan efficacité, j'aime bien avoir votre avis. Bon, c'est vrai que l'efficacité, elle risque de diminuer. Mais par rapport, parce que c'est des cas extrêmes, on n'a pas d'autres protocoles de chimiothérapie. Donc lorsqu'on donne 50%, on met en parallèle aussi une malade sous corticothérapie. Et on va voir, si au bout d'une semaine, on refait un bilan hépatique, il n'y a pas de changement, on peut augmenter par palier de 25%. D'accord? Toujours sur corticothérapie. Donc, probablement, on peut donner jusqu'à 100%. Parce que la corticothérapie, avec les phénomènes immunologiques, peut diminuer l'effet de survenue d'hépatite médicamenteuse. D'accord? Mais ça n'empêche, même s'il faut donner que 50%, c'est mieux que ne rien donner en oncologie. Merci. Professeur Chekhi, moi je reviens un peu sur la question d'hépatite aiguë. D'abord, pour parler de toxicité hépatique, nous généralistes ou autres confrères ne sommes pas sortis de l'auberge. Si on tenait compte de tout ça, on ne prescrit presque rien, on se limiterait à... Mais seulement dans la forme d'hépatite aiguë, on évite de donner beaucoup de médicaments. Seulement, je reviens sur la forme d'hépatite active chronique. Dans quelle période il faut éviter ou bien procéder à un bilan au préalable? Votre avis? Merci. Donc, on peut prescrire, il n'y a aucun souci, les médicaments, sauf qu'il faudrait savoir surveiller le patient. Concernant l'hépatite, la dernière remarque que vous avez dit, c'était... Voilà, pour les cas d'hépatite chronique. Alors, il faudrait savoir si c'est un malade que vous avez vu, il est cirrhotique et vous ne savez pas s'il est compensé ou décompensé. Bon, cliniquement et radiologiquement, on peut le savoir. Cliniquement, la maladie n'est pas dictère, il n'y a pas, et radiologiquement, il n'y a pas de signe d'HTP, il n'y a pas d'acide. Biologiquement, vous n'avez qu'à voir le TP. Si le TP il est supérieur à 50%, il n'y a aucun risque. Mais il ne faut pas dépasser la dose de plus de 3 grammes par 24 heures du paracétamol. Concernant les hépatopathies chroniques, les cirrhoses compensées, mais si c'est un maladie, il est hépatite aiguë ou alors cirrhose décompensée, donc le TP il est bas, là il y a un risque, il ne faut pas donner. C'est bon, j'ai répondu. Et je pense qu'il y a une question. Je voulais seulement faire une précision. On remarque en pratique courante ceux qui ont l'habitude d'utiliser les antidiabétiques oraux, notamment la metformine. Dès qu'ils voient que c'est un malade d'une hépatopathie chronique ou la cirrhose, peuvent metformine, je donne directement l'insuline. Non, ce n'est pas une contre-indication. La contre-indication, c'est lorsqu'il y a une insuffisance hépatocellulaire pour arrêter la metformine. Parce que la metformine, elle aura une double action. Elle aura une action, le malade était bien équilibré, elle est bien équilibrée. Pourquoi je vais switcher l'insuline? Et deux, elle a un effet protecteur. On sait actuellement qu'elle est antifibrosante. Donc,
elle diminue la fibrose point de vue hépatique. Mais malheureusement, en pratique, je vois tous les malades que je reçois pour hépatopathie, que ce soit généraliste ou endocrine ou interniste, il m'a arrêté à cause du foie. Il m'a arrêté la metformine. Il faut bannir ces habitudes. Il ne faut pas avoir peur. Dès que j'ai le bilan, il est normal, je continue, il n'y a pas de souci. Non, le TP, si le TP est inférieur à 50%, c'est sûr. Non, non, il faut arrêter. Voilà, il n'y a pas de souci. Oui, salam alaikum. Vous avez parlé en parlant d'hépatite auto-immune. Vous avez parlé biologiquement de l'augmentation des immunoglobulines. Oui, Et G4. Cela n'atteste pas de caractère auto-immun si on fait pas on dose pas des IgG spécifiques hépatocytes. Oui, alors les IG4, lorsqu'il s'agit d'une hépatite médicamenteuse, lors du bilan initial, c'est-à-dire les premiers jours, ils sont normaux. Mais au bout de quelques jours, que ce soit hépatite médicamenteuse ou la hépatite auto-immune idiopathique, les deux risquent d'être élevés. D'où l'intérêt d'avoir un bilan initial. Il faut avoir le bilan initial. Si vous avez les IG4 au début normal, je peux éliminer une hépatite auto-immune. Mais si je le fais quelques semaines après, ils sont élevés, je ne peux pas dire si elle est idiopathique ou elle est médicamenteuse. Et là, je suis obligé, pour trancher, de faire une biopsie hépatique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, voilà. C'est pour ça que je vous ai expliqué que les IG4 peuvent être élevés dans les hépatites médicamenteuses, mais pas au début, après, quelques jours, quelques semaines. Et le diagnostic d'hépatite auto-immune, c'est un vaisseau d'arguments. On ne va pas se baser sur le dosage d'IgG4 seul. Et bien sûr, on revient toujours au diagnostic différentiel des autres étiologies. Oui. Bonjour. Ma question, c'est en cas d'intoxication au paracétamol, oui, par exemple. Et on trouve le bilan initial et après 48 heures, après 7 jours, normal. Est-ce qu'on est dans l'obligation de suivre est-ce qu'il y a un risque de développer une hépatite médicamenteuse après? Chronique, vous voulez dire? Chronique, oui. Oui, il y a un risque. Il faut surveiller le malade jusqu'à normalisation de... Le bilan est normal. Oui. Malgré Alors, il faudrait voir la cause. Parce que je vous ai dit que la plupart du temps, c'est une cause volontaire. C'est une intoxication due au surdosage. Oui. Si le bilan se normalise, il n'y a pas de souci de développer par la suite une hépatopathie chronique. Merci. Pas de souci. Moi, je voulais poser une question au sujet de l'exploration hépatique chez les patients polymédiqués. Nous savons tous que nous prenons en charge des patients qui sont pratiquement polymédiqués avec 5, 6, 7 médicaments, voire les antihistaminiques, les antidiabétiques, les statines, l'aspirine. Généralement, nous avons tout ça. Et en plus, c'est des patients âgés. Donc, est-ce qu'il faut avoir en tête l'idée d'explorer, pas de dépister, mais d'explorer nos malades au moins, alors vous allez nous le dire, tous les 6 mois ou là tous les ans, et par quel bilan hépatique? TP, transaminase ou faut-il autre chose? Merci. Il n'y a pas de recommandation pour ça. Ça dépendra aussi des médicaments utilisés. Si vous voyez qu'on utilise statine et le malade prend fréquemment des anti-inflammatoires non stéroïdiens et de temps en temps il prend aussi d'autres produits qui sont hépatotoxiques, là le risque il est élevé. Je pense que le minimum c'est d'avoir au moins un bilan annuel, surtout par les transaminases. Voilà. Non, le TP, si non, le TP, ce n'est pas nécessaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on passe aux EPP, la place des EPP. Bon.
Ça sera la dernière question. Hein. Salam alaikum. Devant un malade qui présente une hépatite auto-immune et une tuberculose, comment on traite la tuberculose? Parce que j'avais un malade pareil. Alors, c'est vrai, là ça pose un problème, surtout s'il s'agit d'une tuberculose pulmonaire. Non, c'est une tuberculose ganglionnaire. Extra-ganglionnaire. Si on arrive à normaliser, est-ce que vous avez normalisé? Même à faible dose, toujours les transaminoses élevés. Sous corticoïdes, est-ce qu'on arrive à normaliser le bilan hépatique? Sous corticoïdes, est-ce qu'on arrive à normaliser le bilan hépatique? Elle a été explorée au niveau d'Alger, même j'ai contacté la malade et je suis toujours sans traitement antituberculeux. Mais normalement, on peut la mettre, mais il faut surveiller de près. Et là, le problème se pose. Est-ce qu'on la met sous l'antituberculeux, sous les 4 médicaments, ou alors on fait introduire un médicament à chaque fois et de voir le bilan hépatique, s'il n'y a pas une hépatotoxicité ou pas. Parce qu'on ne peut pas mettre les 4, parce qu'en sachant que isoniazide, pyrazidamine et rifampicine, il y a l'association des 3, il y a un risque accru. Là, on peut trouver des médicaments qui sont fractionnés, ça existe dans les services de pneumo, on donne maloul, l'isoniazide, on surveille. Il n'y a pas de souci, on rajoute le 2e. Il n'y a pas de souci, on rajoute le 3e. Mais il faut faire de façon fractionnée, donner les médicaments de façon fractionnée. Alors, pour la communication du professeur Courti, vas-y. Oui, merci professeur Courti. Une question pour vous. Le risque hémorragique est toujours présent sous anticoagulants ou anti-agrégants plaquettaires. Vous avez parlé de la protection du tractus digestif haut. Qu'en est-il des patients qui présentent des maladies intestinales chroniques telles que le Crohn, la RCH, qui présentent vraiment un risque potentiel sous anticoagulants, et il y a d'autres hémorragies qui doivent toujours être présentes dans l'esprit, telles que les hémorragies génitales, même on les a vues jusqu'à 70-80 ans, les épistaxis comme vous avez cité, les gingivostomatites. Quelle est la dose minimale de protection des IPP dans ces maladies? Merci. Merci, je vous remercie de la pertinence de cette question. Alors, concernant les hémorragies digestives, alors nous avons parlé plus des hémorragies digestives du tractus haut, c'est-à-dire gastro-duodénal, mais en effet, il y a un risque aussi, c'est à peu près, dans les hémorragies digestives, c'est à peu près 70% d'hémorragie digestive haute, mais il y a aussi 30% de risque d'hémorragie digestive basse, surtout chez le sujet âgé qui ont des diverticules coliques ou qui ont des angiodysplasies. Donc, et pour la prévention, alors les EPP jouent un rôle très important dans la prévention des hémorragies digestives du tractus digestif haut, gastro-duodénal. Par contre, en matière de prévention des hémorragies digestives intestinales et coliques, ils n'ont pas d'effet préventif. Donc là, devant des situations pareilles, qu'est-ce qu'il faut? Il faut traiter la cause de l'hémorragie digestive. Le plus souvent, c'est soit des hémorragies diverticulaires, donc on arrête momentanément, on donne une antibiothérapie et on essaye de voir est-ce qu'on peut faire une petite chirurgie si c'est une diverticulose limitée. Par contre, en cas de angiodysplasie, là, il y a une solution qui est le plasma d'argan. Donc, on peut traiter soit plasma d'argan, soit les clips. Donc, on peut facilement maîtriser une hémorragie digestive par le plasma argan ou par les clips. Bonjour. La prise des PP au long cours, sur le long terme, est-ce qu'elle n'induit pas une diminution de l'acidité gastrique qui pourrait être néfaste? Je n'ai pas bien entendu la question. Je reprends. Voilà. La prise d'IPP au long cours, sur le long terme, est-ce qu'elle ne diminue pas l'acidité gastrique qui pourrait être néfaste du point de vue gastrique? Très bonne question.
Alors là, c'est l'utilisation au long cours des EPP. Alors, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de papiers. Alors, plus on a commencé à utiliser les EPP, plus il y a eu d'articles concernant les effets secondaires de l'utilisation des EPP. Mais concernant l'utilisation des EPP au long cours, au-delà de 24 mois, il y a eu une seule étude une méta-analyse qui a été publiée au Canada. Pourquoi? Parce que le système canadien fait que tout traitement doit passer par leur caisse, on va dire, de sécurité. Parce qu'il y a un traitement qui est donné gratuitement sous ordonnance. Alors là, ils ont suivi les patients qui ont pris des EPP au-delà de 24 mois. Et ils se sont aperçus que le risque de complications ne dépassait pas en réalité les 3%. C'est 3% au-delà de 24 mois. Et chez ces patients-là, il y a bien sûr des effets secondaires à redouter. Parmi les effets secondaires à redouter, alors il y a une diminution de la sécrétion acide. Dès qu'il y a une diminution de la sécrétion acide, il faut savoir qu'il va y avoir une diminution de l'absorption du fer et une diminution de l'absorption du calcium. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, ça augmente le risque d'infection spontanée, que ce soit chez les patients particuliers, type patient qui présente une hypertension portale, qui a de l'acide, donc il y a des risques d'infection spontanée du liquide d'acide, mais il y a aussi des risques de pneumopathie. Et il y a aussi quelques risques de cancer, de tumeurs, surtout de tumeurs neuro-endocrines. Il y a un risque qui sont liés, c'est aussi les risques d'insuffisance rénale, de perturbation de la fonction rénale. En fait, il y a à peu près une douzaine de complications qui peuvent être liées à la prise d'EPP au long cours. Par contre, le risque d'arythmie cardiaque, c'est un risque qui n'a pas été retrouvé. Donc, c'est une seule étude américaine sur 4 patients qui a mis en évidence cette arythmie cardiaque liée à la prise d'EPP qui n'a pas été retrouvée parce qu'il y avait des biais. Et il faut savoir que quand on donne des EPP au long cours, surtout chez des patients qui sont sous ANS au long cours ou sous antithrombotiques au long cours, alors là, il faut une surveillance de la fonction rénale, surtout de la fonction rénale, voire parfois certains auteurs recommandent une radiographie thoracique tous les 2 ans, pour rechercher les éventuelles pneumopathies qui sont liées à la prise d'EPP. Mais en effet, la diminution de l'acidité, alors là aussi, si je peux rebondir sur cette question et vous dire, essayez d'éviter d'arrêter les EPP, qui surtout chez des patients qui prennent des EPP depuis plus de 3 mois, essayez d'éviter l'arrêt brutal, car il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. Alors l'effet rebond, il faut essayer de diminuer la prise des EPP de façon, on va dire, progressive, un comprimé ou une gélule tous les 2 jours, une gélule tous les 3 jours pendant 15 à 20 jours, et ça va diminuer l'effet rebond. Dernière question, s'il vous plaît. Merci pour la communication très pratique. Ma question, quelle est la durée de prise de l'IPP en prévention primaire, en prévention secondaire, ou est-ce qu'on peut prescrire les IPP tout au long des antithrombotiques? Merci. Oui, merci. Alors, la prescription des EPP, c'est dans le cadre de la prévention, donc primaire. En cas d'hémorragie digestive, donc on donne dans le cadre de la prévention secondaire, d'un nouvel épisode d'hémorragie. Et la durée, elle est liée à la durée des antithrombotiques. Donc, tant que le patient, surtout chez les patients qui ont un risque élevé d'avoir un épisode hémorragique. Alors, chez ces patients-là, s'ils ont un épisode hémorragique, ça va être fatal. Vous avez vu, donc 53%, ces hémorragies digestives sont fatales, surtout si le sujet âgé qui a des antécédents digestifs. Alors là, il faudrait continuer la prise des EPP concomitante à la prise des antithrombotiques. Et je le redis, quand je parle des antithrombotiques, ça sous-entend même l'aspirine à faible dose. Et l'aspirine à faible dose, en Algérie, on n'a pas beaucoup de dosage de 75 mg, c'est-à-dire les études qui ont été faites, c'était même pour les prises de 75 mg d'aspirine quotidienne. Donc vous voyez qu'il y a un risque, il faut toujours mettre donc le bénéfice par rapport aux effets. Et je pense qu'il faut mieux donner des EPP en prévention. Merci, professeur Koulti. Je vous remercie. C'est toujours le maître des temps.
le véhicule Sandero, est معسكر. Est-ce que راه هنا سانديرو معسكر؟ راكم بالله عليهم في الطريق نقارعوا لك باش نديروا الطومبوله روح. On vous attend. J'invite Rachid Chaima. Normalement, on est. Ça, c'est pour professeur Cheikhi. Chaima. Voilà. ربي يحفظك بروفيسور. Et maintenant, j'invite Dr Belabdi. Pour remettre le trophée à notre cher ami, professeur Kurti. Tfadal, professeur. Merci, professeur Kurti. J'espère qu'on se reverra l'année prochaine, Inch'Allah. Ainsi que professeur Cheikhi. Vous êtes toujours les bienvenus. Vous nous avez honorés par votre présence. Non, mais ريح معنا ما زال ريح معنا. Non, قعد معنا. كل ما تنوض نعاودوا نقعدوك. Merci, professeur Kurti. On attend celui qu'on lui a promis. Bon, le Sandero, الحق ولا ما الحقش؟